Donc vous avez vu, je marche. C'est normal, vous me direz. Ben non. C'est pas normal. Pour moi, aujourd'hui, marcher, c'est devenu un vrai privilège. Ça a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté, d'abnégation, de rage. Parce qu'il y a 10 ans, on m'a dit « Mademoiselle, il se peut que vous ne remarchiez jamais ». À cette époque-là, j'étais chef d'entreprise. Je suis une ancienne sportive de haut niveau. Et j'étais au début d'une belle histoire d'amour. Et un matin, le 21 octobre 2002, à 8h du matin, je me suis réveillée, machinalement, comme on le fait tous. J'ai posé mes jambes sur le sol et boum, je suis tombée. Un réflexe, j'essaie de me relever à nouveau et boum, je retombe. Troisième fois, là je m'accroche au matelas, je ne comprends pas ce qui se passe, ça prend pas longtemps, quelques secondes. Je ne comprends pas ce qui se passe et boum, mon corps résonne à nouveau dans le silence de la chambre et je retombe. Et là je suis clouée sur le sol. Mon réflexe, je touche mes jambes, je vois mes mains sur mes jambes et je ne sens pas mes mains. Je griffe mes jambes, je pince mes jambes, je tape mes jambes, je ne sens rien. Et je réalise en 2 petites secondes que je suis totalement paralysée des jambes. Comme ça, le matin au réveil. En peu de temps, donc mon compagnon se lève, me voit terrifiée, paniquée. Il me dit une phrase, alors qui va me rester gravée toute ma vie, comme bien d'autres choses. Mais il me regarde et il me dit « Ma chérie, si tu m'aimes, je t'en supplie, bouge les jambes. » Et là, Non, mais je vous passe quand même ce qu'il m'a dit juste avant. Parce que juste avant, il s'était levé, il me regarde, il me fait « Qu'est-ce que tu fais par terre hein ?» Bon, donc du coup, et il voit, et je lui réponds « J'ai beau t'aimer le plus fort du monde, je ne veux plus bouger mes jambes. » Et là, il se rue sur le téléphone, il appelle tout le monde. Le SAMU, les pompiers, SOS médecin, mon frère, le généraliste. Tout le monde arrive en peu de temps. L'appartement se remplit. Il m'a levé, il m'a mis sur le lit, avec ses jambes qui sont plus que des bouts de bois. Et le médecin me dit il faut aller aux urgences de l'hôpital. Donc on me transfère aux urgences de l'hôpital. Donc ça va être la fin de matinée de ce 21 octobre 2002. Je passe 4 jours. 4 jours à l'hôpital, 4 jours d'examen, plus ou moins agréables. Le bal des urgences, la chambre stérile, parce qu'on ne sait pas si j'ai quelque chose de mortel, de contagieux. Et là, le 24 octobre 2002, à 19h30, un médecin rentre dans ma chambre et me dit « Je suis désolée ». Quand on commence comme ça augure pas de quelque chose de très bon. Il me dit « Je suis désolée, vous êtes paralysée, vous avez 17 lettres. » Alors aujourd'hui, je le traduis comme ça parce que ça a pris un autre sens. Mais ce sont 17 lettres qui seront tatouées à jamais sur votre vie. Vous avez une sclérose en plaques. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est une maladie de peau. Je retiens que le mot plaque. Je pense que c'est une maladie de peau. Je ne comprends pas très bien. Mais la seule chose que je veux savoir, c'est est-ce que je vais ressentir mes jambes et est-ce que je vais remarcher, marcher, remarcher. Et il me dit, je lui pose la question, je lui dis, est-ce que je vais marcher ? Quand est-ce que je vais marcher ? Quand est-ce que je vais remarcher ? Et il me dit, il ne me répond pas. Et là, je crie en pleurant, je dis, mais est-ce que je vais marcher ? Quand ? Et il me dit, franchement, il y a très peu de chances que vous remarchiez un jour, parce que généralement, en début de diagnostic, on a 4-5 plaques. Alors la sclérose en plaques, c'est une maladie dégénérative du système nerveux central.
Donc le cerveau, le système nerveux et la moelle épinière sont entourés d'une substance blanche. Et dans le cas de la sclérose en plaques, cette substance blanche se détruit et ça crée une paralysie. Les yeux, les jambes, la déglutition, la respiration. Alors en fait, c'est ça la sclérose en plaques. À l'extérieur, c'est ça. À l'intérieur, c'est l'autre. C'est les petites plaques blanches qu'on voit. Donc je lui dis, est-ce que je vais remarcher ? Et non. Donc, mais parce que moi, j'ai plus que cet espoir. Je veux remarcher. Je suis chef d'entreprise. Je n'ai que 28 ans. Donc c'est il y a 10 ans, je laisse faire le calcul de l'âge que j'ai maintenant. Donc je n'ai que 28 ans et je ne peux pas accepter de passer ma vie dans un fauteuil roulant. Parce que très rapidement, on m'amène un fauteuil roulant dans la chambre et je comprends que ça va être, on parlait de moyen de locomotion, je comprends que ça va être mon moyen de locomotion pour toujours. Parce que voilà, généralement, en début de maladie, on a 4 plaques. Ben moi, j'en avais déjà 17 lors la première fois où on a posé le diagnostic. Waouh! Et là, on me dit, ben voilà, il va falloir se rééduquer, il va falloir faire plein de choses. Et moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. J'ai fait des études, j'ai été une sportive de haut niveau, donc j'ai voyagé partout en Europe pour mes compétitions de BMX. Je ne peux pas accepter de finir ou d'arpenter ma vie, de finir ma vie, de vivre ma vie dans un fauteuil roulant. Ce n'est pas possible. C'est pas la vie pour laquelle j'ai été programmée, c'est pas la vie dont j'ai rêvé. J'ai mon entreprise à faire tourner, je veux continuer à être debout, donc je veux remarcher. Je ne veux pas être dans ce fauteuil roulant. Je veux remarcher. Donc du coup, la solution, c'est, mon médecin me dit, ben voilà, le neurologue me dit, il faut arrêter la société. Il faut se concentrer sur ça. Donc je vais passer 7 semaines à l'hôpital. Et ensuite, je vais rentrer dans un centre de rééducation pour essayer... Alors, pour eux, ce n'était pas pour remarcher. Pour eux, c'était de retrouver un petit peu d'autonomie. Et c'est surtout de m'apprendre à vivre dans ce fauteuil roulant. Les transferts, mais moi, je ne veux pas. Il m'a dit, je me souviendrai toujours, il m'a dit, il se peut que vous ne remarchiez jamais. Mais dans il se peut que vous ne me remarchiez jamais, moi j'entends, il se peut que vous remarchiez un jour. Ben voilà, donc je rentre dans ce centre de rééducation, donc on me fait des massages qui ne servent à rien, je déprime, je me retrouve catapultée là, au milieu des gens, amputée, des gens qui ont une prothèse, des seniors qui sont là parce qu'il n'y avait pas forcément de place dans une maison de retraite. J'ai rencontré des gens assez incroyables, alors que moi j'ai attendu 7 semaines à l'hôpital pour attendre une place et essayer de me rééduquer. Eh bien, un jour, quand il nous arrive des choses, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, mais on se souvient toujours des dates, des heures. Et donc, 5 mois après mon arrivée dans ce centre de rééducation, j'ai vu la main de la kiné se poser sur mon tibia droit et j'ai senti sa main. Une sensation infime, minime. Et là, j'ai dit, oui, je vais remarcher. Je n'avais plus que cet objectif. Et du coup, alors, je me suis plongée, donc je ne pouvais plus faire de sport, je ne pouvais plus marcher, mais je me suis plongée dans l'écriture. J'avais fait des études en lettres, je me suis plongée dans l'écriture parce que j'étais dans une bulle de silence quand j'étais en ce centre, et il me fallait quand même trouver un exutoire, une résilience, une forme d'expression, parce que, donc alors, ce que j'appelle, donc ce 21 octobre 2002, pour moi, c'est mon 11 septembre. Il y a un avant, il y a un après, il a fallu se reconstruire. Il faut me reconstruire moi, mais alors certains amis, ils nous fuient, parce que le handicap, ça fait peur, parce que je suis une personne handicapée, parce qu'on m'a donné une carte d'invalidité où il y a 80% de taux d'invalidité inscrit dessus. Donc sociétalement, je suis devenue une personne handicapée, je ne suis plus une active, et donc je ne peux plus faire de sport, donc ma résilience, je la trouve dans l'écriture. Donc je vais coucher mes deuils, mes peines, mes angoisses, mes amours, mon amour, mes espoirs, et ça va me faire énormément de bien. Au début, c'était un petit journal intime, après j'ai essayé de le transformer en roman, et on m'a dit, non, passe
du L. Je n'étais pas prête à accepter d'être atteinte de cette maladie, d'être handicapée. Ce n'était pas du tout ce que je voulais, ce n'était pas du tout mon projet de vie. Et du coup, on m'a dit, essaie de passer cette écriture du L, parce que j'avais écrit l'histoire du jeune nana qui, un matin, se réveille paralysée, qui active. Et on m'a dit, essaie de passer cette écriture du L au jeu, et tu verras, ça te fera beaucoup de bien. Et je l'ai fait, j'ai accepté. J'ai accepté parce que pour me reconstruire, il a fallu accepter. Il a fallu comprendre que je ne ferais plus machine arrière. Il a fallu comprendre que j'étais bien la Cécile handicapée. Je n'étais plus la Cécile. Je ne pouvais plus vivre dans le passé. Il fallait que je m'inscrive, que je m'ancre dans le présent. Et mon présent, c'était de vivre avec mon handicap. Mais qu'est-ce que je pouvais faire avec cet handicap ? Alors, dans la société française, c'était il y a 10 ans, dans la société française, ce n'est pas très facile. Ce n'est pas accessible, donc je vous passe les détails avec le fauteuil roulant. Les gens qui s'arrêtent lorsque mon compagnon m'aidait à faire le transfert de mon fauteuil à la voiture quand on se garait, et les gens s'arrêtent pour nous regarder. Bon, le regard qui fait mal, la double peine du regard, le regard qu'on porte sur soi, mais le regard que les autres portent sur nous quand on a le dos tourné. Et donc du coup, j'ai dû accepter. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à accepter celle que j'étais devenue, que j'ai retrouvé vraiment de l'autonomie. Alors, le travail, j'étais passionnée de sport. Ma société, j'avais une société de communication événementielle. J'ai conjugué tout et j'ai organisé un gros festival de sport extrême. Donc, première édition sur mon fauteuil roulant. Première édition, 17 000 visiteurs. Alors, j'ai un succès parce que je l'ai fait avec beaucoup de passion et je me suis dit, je ne peux plus sauter, je ne peux plus faire du BMX, je ne peux pas faire des sports extrêmes, alors je vais vivre par procuration. Quand ça sera quelqu'un qui sautera avec sa moto, ça sera un petit bout de moi qui sautera aussi. Donc du coup, voilà. Donc j'ai retrouvé mon épanouissement personnel, professionnel à travers cet événement. Et puis, alors que tout allait bien, que je remarchais avec de béquilles, j'alternais fauteuil, béquilles, nouveau drame. J'étais à Paris pour la promo de mon premier livre. Je reçois un coup de téléphone et j'apprends la pire nouvelle qu'on puisse apprendre. C'était qu'en quelques heures, je venais de perdre ma maman. Alors ma maman, c'était tout pour moi. je sens votre émotion et là, ma maman, c'est tout pour moi. Mon exemple, mon pilier, mon modèle, elle n'est plus là. Alors je m'effondre, plusieurs mois, mais je me dis que je dois lui faire honneur. Elle m'a laissé plein de choses, je ne parle pas du tout des choses matérielles. Elle m'a laissé plein de choses en héritage, une éducation, des ressources, un sourire, un regard, plein de choses. Et du coup, je me dis, je vais faire honneur à ma maman. Ma maman, elle a toujours cru en moi. Elle m'a accompagnée sur toutes mes compétitions de BMX. Et je me suis dit que j'allais croire en moi. Parce que ma maman, elle avait cru en moi et c'est ça. C'est le plus beau des héritages. Et du coup, j'avais envie de vivre mes rêves. Mais pour rester proche de ma maman qui avait sacrifié une partie de sa vie sur mes compétitions de BMX, je ne suis jamais partie. Et mon rêve, il était... Alors on parlait des rêves d'enfants, on a entendu tout à l'heure parler des rêves d'enfants. Mon rêve, il était... Alors je suis du sud de la France. Mon rêve, il était entre la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et la Seine, dans la grisaille parisienne. Donc du coup, j'ai dit, j'ai plus ma maman qui me retient dans le sud. Je vais, comme on dit dans le sud, monter à la capitale. Et donc du coup... Voilà. Et mes rêves professionnels, quand j'étais adolescente, c'était de devenir journaliste sportive. Et je me suis dit, mon handicap, aujourd'hui dans les sociétés, dans les médias, on en a besoin, parce que je représente la diversité. Donc du coup, j'ai envoyé une lettre très culottée à un directeur d'un grand groupe, qui est le groupe Lagardère,
qu'il se disait une entreprise en accueillante. Donc j'ai repris sa petite phrase, ça faisait 3 lignes mon mail. J'ai repris sa petite phrase, vous êtes une entreprise en accueillante, vous avez besoin de chroniqueurs issus de la diversité, alors je ne comprends pas pourquoi vous ne m'avez pas encore rencontré. Voilà. Et 1 heure après, j'avais un mail, il m'a dit, ben venez, son assistante m'a dit, ben venez. Quand je suis arrivée devant le directeur des programmes, il m'a dit, mais vous avez déjà fait de la radio ? J'ai dit non. Une petite radio de province ? Non. Une petite radio sur Internet ? Bah non. Et il me dit, bah, vous avez passé le test de la maquette. Donc, bah oui, pas de discrimination positive, mais je vais effectivement passer le test de la maquette. Le test a marché, donc j'ai atterri derrière un des micros d'une des plus grandes radios de France, qui est Europe 1. Parce que j'ai cru. Parce que j'ai vu du positif, je me suis dit, derrière chaque problème se cache une opportunité, j'ai eu des épreuves, et j'ai su tirer le positif. J'ai fait pareil pour cet été, avant les Jeux paralympiques, j'ai fait pareil pour la presse, et j'ai ma propre chronique dans un grand journal, donc qui est le Figaro, donc j'ai ma propre chronique dans le Figaro Sport. Mais c'est pas ça, ma plus grande victoire. On m'a dit des choses. On m'a dit plein de choses, que je ne remarcherais pas, que je n'aurais pas vie de femme, que je n'aurais pas de vie professionnelle, que je n'aurais peut-être pas d'enfant. Mais ma plus belle victoire, c'est d'il y a 5 ans. J'ai donné la vie à une petite fille qui s'appelle Victoire Éléonore. Et ce n'est pas une revanche, comme tout le monde peut le dire, mais c'est une vraie victoire. Et c'est ma plus grande drogue, ma plus grande vitamine, ma plus grande dope et ma plus grande fierté. J'ai cru. J'ai mis un certain temps à tomber enceinte, mais j'ai cru. Alors, oui, on la voit, on se ressemble un peu quand même, de dos. Alors oui, mon handicap aujourd'hui, c'est ma richesse, c'est ma singularité, c'est ma particularité. Aujourd'hui, j'ai fait de cette faiblesse une force. Merci.